toutes et à tous, bienvenue sur C'est à vous, l'émission qui met en lumière des professionnels du bien-être et des parcours inspirants. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Marie-Aude, thérapeute holistique. Bonjour Marie-Aude. Bonjour, bonjour Elodie. Alors Marie-Aude, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche énormément de personnes. Le fait de se sentir un petit peu perdu, déconnecté de soi-même ou de ne plus vraiment savoir quelle direction prendre dans sa vie. Est-ce que, est-ce que tu peux nous dire, selon toi, pourquoi on en arrive là? Souvent les gens ils sont stressés, ils sont angoissés, et quand on leur demande pourquoi, en réalité ils savent pas pourquoi. Nous, on est constitué pas uniquement d'un corps physique, mais aussi d'un corps inconscient, du mental. On subit les influences de l'extérieur, de ce qu'on nous a appris. En fait, toutes ces informations qu'on reçoit de l'extérieur et aussi bien de notre inconscient, ils vont créer en nous en fait des réponses. Donc notre corps, lui, il va répondre. Notre corps, il va répondre de la même façon si c'est quelque chose qui est réellement physique ou si c'est quelque chose qui est mental. Un exemple très très simple, une personne qui est dans une salle d'attente et qui va attendre d'aller chez le dentiste. Elle n'est pas chez le dentiste. Physiquement, elle ne ressent aucune douleur. Pourtant, dans sa tête, mentalement, elle va se construire en fait une image de qu'est-ce qui va lui arriver quand elle va être chez le dentiste. C'est uniquement mental, sauf que c'est très négatif le plus souvent, et du coup, la personne, elle va se sentir stressée. Dans ce cas-là, elle va exactement savoir pourquoi elle est stressée, parce qu'elle a peur d'avoir mal, ce genre de choses. Mais en fait, dans la vraie vie, notre corps, il réagit tout le temps à des stimuli qui sont soit internes, soit externes. En fait, à des visualisations qu'on suit dans notre tête, sauf qu'on n'en a pas forcément conscience. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui sont stressés, qui sont angoissés, surtout sans savoir pourquoi. Donc pour moi, le plus important, en fait, c'est déjà de évaluer et essayer de identifier l'origine, la source de ce stress et de cette négativité. Déjà, rien que ça, ça peut permettre aux gens, rien qu'en identifiant qu'est-ce qui les stresse, par exemple, quand on fait des cauchemars, des fois, simplement de savoir d'où vient ce cauchemar, pourquoi on a fait ce cauchemar, peut permettre déjà dans un premier temps de le diminuer. Ça permet déjà de le diminuer. C'est vraiment une excellente chose. Et c'est ce que toi, tu proposes dans tes accompagnements, justement, de visualiser ce qui ne va pas pour essayer d'améliorer un petit peu la situation. Ouais, exactement. Alors en fait, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le mental. De toute façon, on est des êtres qui réfléchissent tout le temps, qui parlons, on utilise beaucoup la parole. Sauf qu'en fait, tout notre stress et nos angoisses, eux, ils vont pas se verbaliser en mots. Eux, en fait, ils vont plutôt utiliser le symbolisme de l'inconscient. C'est pour ça que moi, quand je vais créer une méditation, déjà, je vais l'axer uniquement sur la personne, sur ses propres images, sur ses propres affects et sur ses propres façons d'envisager son avenir ou son extérieur. Et donc, moi, je vais créer des images qui vont essayer de remplacer les images négatives que la personne s'est déjà faites. En fait, je vais travailler sur le symbolisme, sur les archétypes. Je vais transposer en fait ce schéma négatif qu'on va essayer d'identifier. On va pas le travailler comme en psychologie ou en psychanalyse où on va retravailler l'enfance, les raisons et tout ça. En fait, on va simplement le décaler, remplacer tout ce qui va être parole et tout ce qui va être mental par des images. On va les retraduire en images. Et ces images, on va essayer de les rendre positifs. En... C'est ce que Ouais, les tu voulais me dire personnes... quelque chose? Oui, j'allais te demander, est-ce que c'est ce que les personnes viennent chercher le plus souvent chez toi? C'est vraiment à remplacer ce côté négatif qu'ils peuvent avoir dans leur mental par quelque chose de positif? Alors en fait, les gens, quand ils viennent me voir, en général, c'est parce que déjà, ils savent pas trop vers qui se tourner. C'est souvent des gens qui vont pas bien, mais qui vont pas assez bien pour aller voir un médecin ou un psychologue parce qu'ils n'ont pas de maladie identifiée, qui sont pas mal à ce point-là. Typiquement, quelqu'un qui est en pré-burnout, il n'est pas en burnout, mais en fait, il commence à se rendre compte qu'il tire trop sur la corde, qu'il est trop fatigué, qu'il sait plus s'il doit continuer dans cette direction, ou quand on a dans la vie plein de trucs qui nous arrivent de tous les côtés, on sait plus trop donner de la tête, on sait plus si on doit, si nos choix qu'on a fait de vie sont les bons, etc. Donc, c'est des gens en fait qui peuvent avoir des périodes difficiles à vivre, comme par exemple des périodes de divorce ou par exemple des deuils, des changements d'emploi. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui se retrouve à la retraite ou qui est malade et qui ne sait plus trouver en lui les ressources en fait, et qui au bout d'un moment a l'impression qu'il ne gère plus sa vie et qui ne sait plus du tout quoi faire et dans quelle direction aller pour reprendre en main sa vie. Et du coup, moi, je vais les aider en fait à retrouver à l'intérieur d'eux-mêmes les ressources, les images positives mentales qu'ils ont un peu oubliées. On va les faire revenir à la surface. En fait, c'est comme si on utilisait les vases communicants. On va remplir d'images positives et le négatif, en fait, il va lui s'évacuer. En fait, on va remplacer l'un par l'autre.
Qu'est-ce que tu vois le plus souvent, les personnes qui viennent à toi, elles ont quoi en fait concrètement? Quels sont les signes qui reviennent le plus chez ces personnes-là? Alors, le premier signe, clairement, c'est les angoisses. C'est des gens qui ont des angoisses, qui veulent pas aller voir un médecin, qui n'ont pas d'environnement autour d'eux pour en parler et qui savent pas d'où viennent ces angoisses, justement. Ou des gens qui sont stressés et qui savent pas d'où ça vient ce stress. Ou des gens qui ont conscience que dans leur vie, il y a un truc qui va pas, qu'il faudrait changer quelque chose, mais ils savent pas quoi. Ils savent pas mettre le doigt sur qu'est-ce qui fait que je vais aller mieux. Quel est l'outil que moi je vais pouvoir utiliser pour aller mieux? Quelle est la ressource qui va moi me convenir pour aller mieux? Parce qu'en fait, on a beaucoup de, on va dire, de solutions miracles, c'est un peu façon de parler, mais disons des remèdes standards. Mais la personne ne va pas forcément se retrouver dans un remède standard. Typiquement, une personne qui va être stressée, qui va vouloir faire de la méditation, qui va chercher une méditation sur YouTube, eh ben, ça va être très bien. Sauf que la méditation de YouTube, elle va être faite pour tous ceux qui écoutent YouTube. Donc, elle va pas être personnalisée sur la personne. Donc, ça peut très bien arriver que la personne, par chance, trouve une méditation qui lui convienne, avec des images qui lui conviennent. Mais ça peut aussi bien arriver qu'elle s'identifie pas du tout aux images qu'on lui projette. Et du coup, le bénéfice, en fait, il va être minime. La personne va essayer de multiplier les méditations, la sophrologie, voir tous les moyens qu'elle peut avoir à sa disposition. Sauf que vu qu'ils vont jamais être personnalisés sur ses propres images mentales à elle, ils vont jamais être adaptés. La personne va être fatiguée, elle va croire que c'est parce qu'elle n'y arrive pas, parce qu'elle n'est pas capable, alors qu'en réalité, c'est juste qu'elle n'a pas trouvé la personnalisation qui s'adapte à elle, en fait. Donc, si je résume ce qu'on a dit depuis le début, on a à un moment donné, on est un petit peu perdu dans sa vie, on est angoissé, on ne sait plus trop où on va, on ne sait plus trop vers qui se tourner. On peut venir te voir à ce moment-là pour essayer de remplacer ces images un petit peu négatives va avoir par quelque chose de plus positif. Est-ce qu'à un moment donné, euh, quand même, on arrive à mettre le doigt sur ce qui ne va pas dans la personne, en dehors de remplacer le négatif par le positif? Est-ce qu'on arrive à dire, voilà, tu étais angoissé pour telle ou telle raison. C'est pour ça que ça n'allait pas. Alors moi, je dis pas à la personne pour quelle raison elle est angoissée. Moi, je vais essayer de l'identifier, sauf que je vais essayer d'agir au niveau inconscient. Si je dis à une personne pourquoi elle est angoissée, elle va se focaliser sur sa peur. Question typique, ne pensez pas à un ours blanc. On va penser à quoi en premier? Un ours blanc. Et après, on va avoir énormément de mal à oublier ce fameux ours blanc. Donc les angoisses, ça marche exactement comme ça, en fait. Faut pas que j'y pense, faut pas que j'y pense. C'est un truc auquel il faut pas que je pense parce que ça m'angoisse trop. Donc moi, en fait, je vais pas travailler sur ne pense pas à un ours blanc. Moi, je vais travailler sur un animal qui serait peut-être blanc, qui serait peut-être doux, qu'on aurait peut-être envie de prendre dans les mains, qui n'est peut-être pas si grand que ça, qui est peut-être petit. Peut-être que je vais lui faire visualiser quelque chose sur lequel elle va pouvoir agir, sur lequel elle va pouvoir avoir un pouvoir. Donc, par exemple, je vais lui faire travailler sur l'image de, je sais pas, on va dire au pif, un lapin. Un lapin qui serait blanc, qui gambade, qu'elle peut prendre dans ses bras et qu'elle va pouvoir contrôler et qu'elle va pouvoir caresser. Donc là, on voit bien que l'image, elle est symbolique. En fait, je remplace une image angoissante d'un ours qui va être sauvage et qui va s'imposer mentalement. Et moi, du coup, je vais dévier l'attention de la personne vers quelque chose qui n'est pas angoissant, qui a un rapport, en fait, avec son angoisse, mais sur lequel elle peut avoir à nouveau un contrôle. Et en fait, qui va, du coup, remplacer cette image très négative et très anxiogène par quelque chose sur lequel elle peut avoir le contrôle. Donc, c'est vraiment au niveau inconscient, au niveau du symbolisme et des archétypes. Et toi, est-ce que toi, dans ta vie du coup personnelle, tu as traversé cette étape-là? Est-ce que c'est ça qui t'a donné envie de aujourd'hui d'aider les personnes en fait? Alors, oui, en fait, moi, j'ai commencé à faire de la méditation de pleine conscience, c'était il y a 26 ans maintenant. Et je me suis pas mal formée en autodidacte parce qu'en fait, ce domaine de l'imagerie mentale, il n'existe pas en France, il n'est pas trop étudié, même en psychologie, c'est surtout au Canada, aux États-Unis, oui, aux États-Unis et en Suisse. Donc moi, j'ai recherché des ouvrages en fait sur ce thème parce que ça me parlait vraiment beaucoup. J'ai fait beaucoup de méditation, énormément de méditation, aussi bien du côté chamanique que, on va dire, Bernard Weber, que vraiment tout ce que je pouvais moi aussi trouver sur YouTube, avec des personnes qui faisaient de la méditation aussi, même de la méditation de groupe. Et en fait, à force, je me suis rendu compte qu'effectivement, il fallait que je personnalise, il fallait que je me crée mes propres images mentales parce qu'elles allaient me convenir. Donc moi, avant de les faire pour les autres, moi, j'ai mon petit film mental, mon petit lieu où je vais à chaque fois que j'ai besoin. Et moi, j'ancre toujours dans le quotidien, en fait. Je donne toujours aux gens des exercices pour que ce soit hyper facile
de se projeter dans ces images positives. Et moi, c'est ce que j'ai fait avec moi. Et par exemple, un truc tout bête, dans ma cuisine, j'ai une petite phrase au niveau de mon étagère à épices. À chaque fois que je prends des épices, je décide quelle épice je vais choisir. Et cette petite phrase que je me suis mise me projette instantanément dans ce lieu dans lequel moi, je choisis ce que je veux faire et je choisis dans la vie ce qui me plaît. Donc, vraiment, c'est quelque chose qui est adaptable au quotidien pour tout le monde. Et, euh, et moi, en fait, j'ai plusieurs méditations, on va dire. J'appelle ça la méditation active parce que c'est vraiment un exercice mental au quotidien actif. Donc, j'en ai plusieurs et en fonction des problèmes que j'ai eus au fur et à mesure de ma vie, je me suis construit les petits films pour positiver cette situation. Donc, il y en a que j'utilise plus du tout, j'en ai plus besoin. Il y en a que je me fais encore le soir, voilà, ou même dans ma salle de bain. En fait, voilà, parce que en fait, j'utilise aussi des objets du quotidien ou des gestes ou des phrases ou des chansons qui vont nous aider à nous remémorer ce moment positif qu'on a vécu. Et un truc tout bête, quand je vais en sport, moi, dans une de mes méditations, il y a une salle de sport. Dans cette salle de sport, je suis au top. Je suis infatigable, en fait. Et dans cette salle de sport, je me visualise après avoir couru vraiment pendant 2 kilomètres, que les endorphines elles sont au top et que je suis hyper fière de moi parce que j'ai réussi, je suis musclée dans cette salle et tout ça. Et quand je fais du sport, par exemple mon cours de step, ben, au bout d'un moment on est épuisé, on n'en peut plus, on fatigue et tout. Et là je me projette, je me dis mais non, parce que dans ma salle, il y avait de la musique qui était hyper énergique et dans ma salle j'y arrivais, dans ma salle j'étais hyper légère, j'étais hyper au top et tout. Et rien que de penser à ça, et ben ça me redonne l'énergie pour finir le cours. Parce que dans ma tête, peux le finir le cours. Parce que dans ma tête, je suis au top, je suis énergique et je suis parfaitement capable d'y arriver. Donc, ce que tu nous dis, c'est super intéressant parce que la visualisation, c'est un outil que tu utilises vraiment pour aider les personnes à aller mieux, à stopper leur angoisse. Mais en fait, pas uniquement, ça va bien au-delà de ça. Tu t'en sers pour d'autres choses. Tu viens de nous parler de l'exemple du sport parce que c'est vrai, à un moment donné, on en a tous un petit peu marre d'être à la salle de sport et puis on n'arrive plus à trouver les ressources. Et donc, au final, c'est là où la visualisation intervient et peut-être même dans d'autres domaines auxquels je ne pense pas forcément. Ça peut vraiment être un outil à utiliser au quotidien, on peut dire. Ouais, exactement. Moi, j'ai vu une dame qui était venue me voir, elle avait de l'arthrite. Et comme je suis infirmière, moi, à la base, elle m'avait demandé si je pouvais lui donner des conseils ben, antidouleurs, quel médecin aller voir, etc. Finalement, on a fait une visualisation parce que je me suis rendu compte qu'elle avait déjà un médecin, des traitements, un kiné, de la balnéothérapie. Enfin, elle avait tout ce qu'il lui fallait. Sauf que dans sa tête, elle était âgée, elle était vieille, elle était bloquée. Et en fait, dans sa tête, déjà, son corps ne fonctionnait pas. Donc l'arthrite, c'est quelque chose qui bloque le corps. Et elle, dans sa tête, elle était bloquée déjà. Donc en fait, on a simplement visualisé que dans sa tête, elle n'est pas bloquée. Eh bien, rien que ça, qu'elle a répété après au quotidien, ça lui a permis de mieux intégrer ses séances de kiné. Et finalement, moi, je l'ai revue 2 ans plus tard quand même. Et elle montait les escaliers, ce qu'elle ne faisait plus du tout. Et elle avait repris confiance en elle et elle m'a dit, en fait, les séances de méditation m'ont aidé à accepter la balnéothérapie parce qu'en fait, vous ne le saviez pas, mais j'avais peur de l'eau. Et du coup, le kiné me conseillait la balnéothérapie. Et en vrai, je vous avais dit que j'en faisais, mais en fait, j'en faisais pas parce que j'avais trop peur de l'eau et je me sentais pas libre d'en faire. Et elle dit, mais dans ma tête, j'étais libre. Dans ma tête, mon corps, il pouvait bouger. Dans ma tête, il était léger. Et du coup, eh ben, ça m'a permis de oser parce que je me sentais capable à nouveau. Donc, c'est vraiment en fait en complémentarité aussi des soins et des actions qu'on met déjà en place. C'est vraiment, ouais, c'est vraiment se dire dans sa tête, j'en suis capable, j'ai les ressources, je peux le faire. C'est vraiment Un super outil. important. C'est vraiment un outil hyper puissant. Au même titre, ça me vient comme ça, au même titre que la pensée positive, au final, tu te dis que tu vas y arriver, tu imagines des choses positives et ça va arriver. Donc le pouvoir de l'imagination, de l'imaginaire, le pouvoir de la pensée positive aussi, c'est vraiment quelque chose de puissant et d'important. Oui, c'est ça, c'est vraiment actif. Moi, j'appelle ça la méditation active. Ça rejoint Mhm. l'imaginaire actif de Jung, mais c'est vraiment ça. La seule différence, c'est que, en fait, au lieu d'avoir uniquement des phrases, uniquement des slogans, on va dire, là, on va vraiment travailler sur le pouvoir des images pour que ça vienne beaucoup plus facilement à la personne. Alors pour finir, Mario, juste une dernière question. Si quelqu'un se reconnaît dans ce que tu dis aujourd'hui, qu'est-ce que tu lui conseillerais? Alors, déjà, une consultation unique dans un premier temps pour faire le bilan. Ben lui expliquer ce que je fais, voir si ça lui convient, bien sûr, parce qu'en fait, il y a plein de thérapeutes qui font des choses différentes. Donc, ça m'arrive des fois aussi lors de cette consultation de bilan de dire aux gens,
La méditation ne suffira pas. Il faudrait peut-être aller voir un réflexologue plantaire, aller voir une diététicienne, retourner chez votre médecin pour adapter votre traitement. Une fois qu'on a fait ce bilan, moi, je vais pouvoir lui proposer la solution qui va être adaptée à lui ou à elle. Donc, des fois, ça va être vraiment une séance de méditation qui va durer 1 heure. Des fois, ça peut être une simple visualisation qui va durer 10 minutes où la personne ne sera pas du tout endormie, un peu comme si je lui racontais une histoire, un peu comme les contes thérapeutiques de Jacques Salomé, je ne sais pas si vous connaissez, et qu'elle va pouvoir, elle, intégrer à son quotidien. Et il y aura toujours des conseils pratiques à la fin de la consultation, dans tous les cas, que je fasse la méditation ou pas. Et en fait, on va vraiment essayer de trouver les outils que la personne peut mettre en place, les ressources qu'elle a. Après, si la personne a vraiment besoin d'un accompagnement, moi, je propose des accompagnements assez courts, en général sur 4 séances, 5 séances, pour vraiment intégrer la visualisation. Ou des fois, quand il y a des personnes qui ne sont pas, on va dire, hypnotisables, comme on dit, pour leur permettre en plusieurs séances différentes de petites méditations assez courtes, de vraiment rentrer, faire leurs propres images, d'adapter à eux, parce qu'en une seule consultation, parfois c'est hyper facile, hyper rapide. Parfois, les personnes ont besoin de plus de temps parce que déjà, il faut qu'on les écoute, il faut qu'elles parlent. On ne va pas uniquement leur balancer bonjour, voilà, j'ai une image pour toi, au revoir. Non, il faut vraiment que je les écoute, que j'adapte à eux et que eux me fassent le retour de ce qui leur est bénéfique et qui a marché pour eux, pour savoir après les laisser autonomes, seuls, et que cet outil qu'ils vont avoir en main, ils vont vraiment pouvoir l'utiliser au quotidien sans avoir besoin tout le temps d'avoir un suivi psychologique.